Allez, donc on va commencer. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre troisième webinaire, cette fois sur une thématique pardon, à chaque fois différente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique qui est précisée au niveau du titre, à savoir comment faire des obligations en matière de santé et handicap une opportunité pour les entreprises. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, on a deux conférenciers. La première, Isabelle Barbet, maître de conférence au CNAM, au sein de l'équipe Santé Solidarité, et spécialiste des questions en neurosciences cognitives. Ensuite, on aura l'occasion également d'écouter Pascal Clark. Alors, Pascal Clark sans E, vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes professeur associé au CNAM et directeur de l'association Practice qui met en œuvre un certain nombre d'actions pour le développement de programmes d'insertion, de politique de l'emploi, de maîtrise de l'emploi et des formations relatives aux personnes handicapées. Alors, pour ce webinaire, on a activé les sous-titres en direct. Vous pouvez les voir également en appuyant sur les trois petits points en haut, puis vous cliquez sur la langue, voix, et vous activez les sous-titres en direct. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au niveau du chat. Donc, sans plus attendre, on va commencer, enfin, je vais donner la parole à Isabelle Barbet. Alors, tu peux reprendre effectivement l'ordinateur. Juste une petite précision pour savoir si vous êtes assidu et si vous suivez bien. En plein milieu, on aura une petite question sur laquelle on va vous demander une réponse. Ce sera très simple. Vous aurez l'occasion de scanner un QR code et puis de là découleront les réponses, juste pour savoir si vous suivez bien ce webinaire ou pas. Merci. Bon webinaire. À vous la parole. Bon, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Alors, en premier, nous allons vous présenter en fait comment on définit le handicap en France. Alors, juste, je me retrouve comment. Et voilà. Comment on définit le handicap en France? Donc, pour répondre à cette question, de faire des opportunités pour les entreprises de répondre à l'obligation d'emploi. Donc, le handicap est défini dans la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comme étant toute limitation d'activité ou restriction de participation. Donc ça, c'est le cœur du handicap. Donc c'est des restrictions de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et cette définition nous a été en fait donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001, avec sa classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui est un modèle systémique du handicap qui tient en compte en fait des facteurs environnementaux dans la génération des handicaps pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Alors du coup, de qui parle-t-on? Eh bien, en France, les chiffres de l'AGFIP 2022 nous indiquent que 7,2% de la population active a une reconnaissance administrative de son handicap. Ça veut dire une reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées ou pour la sécurité sociale ou pour par le ministère des Armées. Et en fait, plus largement, il y a une enquête qui a été faite par l'INSEE Emploi et Handicap 2018 qui montre bien qu'on n'est pas obligé de faire reconnaître son handicap et qui montre qu'au final, 15% de la population active a eu, dans les 6 mois, du fait d'un problème de santé, des difficultés importantes par rapport au travail, que ce soit pour l'accès ou le maintien dans l'emploi. Alors, il y a un autre champ de la population active qui est concerné par le handicap et plus précisément par le handicap des proches, soit pour des problèmes de santé, soit en perte d'autonomie. Et l'adresse, en 2023, nous a publié le chiffre de 9,3 millions de personnes qui déclarent apporter une aide aux personnes de manière très, très régulière.
Enfin, un dernier zoom, c'est sur les maladies chroniques grâce au 16e baromètre qui a été publié par le Défenseur des droits là, en décembre 2023 et qui nous indique que, eh bien, on a à peu près 15% de la population active qui présente des maladies chroniques évolutives telles que le diabète, des cancers, la sclérose en plaques, des maladies cardiovasculaires. Et on estime que dans un an, donc en 2025, à peu près 25% de la population sera concernée, de la population active, sera concernée par des maladies chroniques. Ce même rapport nous montre que des aménagements sont nécessaires pour 48 personnes, 48% d'entre elles, et que seule la moitié d'entre elles ont une reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé. Donc, on a cette problématique est très largement dans le monde de la population active, présente dans le monde de la population active. Alors, en France, on a posé un cadre légal pour permettre en fait aux personnes en situation de handicap, mais aussi avec des problèmes de santé, pour favoriser en fait leur accès aux droits fondamentaux. Et pour ça, en fait, l'objectif a été vraiment d'essayer de trouver un processus pour égaliser les chances. Et c'est ce que nous apporte la loi du 11 février 2005. Et elle développe plus particulièrement deux grands principes pour essayer d'arriver à ce résultat. Le premier principe qui est celui d'accès à tout pour tous, avec le développement de politiques de non-discrimination, qui vise à ce que la société dans son ensemble puisse prendre en compte les besoins de chacun à travers des mesures législatives et réglementaires, des actions sur l'environnement par le biais de textes sur l'accessibilité, des changements d'attitude par le biais de textes sur la non-discrimination, l'adaptation de services ouverts à tous pour permettre en fait l'exercice effectif des droits. Et le deuxième principe qui est très important pour l'égalisation des chances dans ce texte de loi, c'est le principe de compensation individualisée qui vise en fait à compenser par une politique de protection sociale la rupture d'égalité qui peut encore exister à titre individuel malgré la mise en œuvre du principe d'accès à tout pour tous. Et donc, avec la réalisation de différentes mesures autour de ces deux principes, on considère que la personne en situation de handicap devrait pouvoir participer socialement et donc accéder à ses droits fondamentaux. On entend par là, donc conformément à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que la France a signée et ratifiée dans les années 2010, et on entend en fait par droits fondamentaux le libre choix de son projet de vie, la participation sociale et le droit notamment à l'emploi. Alors, c'est là qu'arrive la fameuse question. Pour y répondre, c'est très simple. Vous munissez de votre téléphone, vous scannez. Alors, bien entendu, les enseignants, vous ne scannez pas, donc vous avez la réponse, hein. Mais pour les participants, donc vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, et puis la question va apparaître. Donc, vous avez les choix, et vous choisissez la réponse qui vous semble opportune à cette question. On vous laisse quelques secondes. Et puis, dès qu'on aura un score significatif, on vous communiquera le résultat pour savoir si vous avez la bonne réponse. C'est fait. Alors, on a 9 réponses. On peut attendre encore un petit peu. Si vous avez des difficultés ou si vous n'arrivez pas à obtenir la question, mettez-nous un petit message. On essaiera de résoudre ça. Encore 2 petites secondes. Ah oui, effectivement, en voiture, c'est compliqué. Allez, on reprend le fil. Merci beaucoup. On vous communiquera les réponses. OK. Alors, du coup, donc, je vous disais que dans le cadre légal, il y avait aussi la possibilité
du droit à l'emploi pour les personnes en situation de handicap ou qui ont des problématiques de santé. Et donc là, nous allons vous présenter du coup les obligations pour les employeurs envers cette population-là, selon 3 dimensions, l'égalité de traitement, la santé au travail et le dialogue social. Alors, par rapport à l'égalité de traitement, on est vraiment sur le champ du handicap en tant que tel, et l'obligation qui est la plus connue souvent, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc qui est à hauteur de 6% des effectifs des entreprises de plus de 20 salariés. Et donc, si l'employeur ne répond pas à cette obligation, eh bien, il va verser une contribution financière à la GFIP pour le secteur privé ou FIPHFP pour le secteur public. Et cette contribution va servir ensuite à financer des actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, c'est l'obligation qui est vraiment la plus connue. Et ensuite arrive aussi, avec la loi de 2005, l'obligation d'aménagement raisonnable, en fait, pour permettre aux salariés dans une entreprise, aux salariés handicapés, de pouvoir exercer son travail dans des conditions équitables par rapport aux autres travailleurs. Et donc là, il s'agit souvent d'une procédure qui implique la médecine du travail et le médecin du travail pour évaluer les besoins de la personne sur son poste de travail et de proposer en fait des ajustements. Alors, avec toute une variété d'aménagements possibles, aménagement du poste de travail, les aménagements des horaires de travail, la fourniture de matériel adapté, etc. Et donc, l'employeur est tenu, en fait, de répondre à cette obligation d'aménagement du poste de manière raisonnable. Et on entend par raisonnable, c'est que ça n'entraîne pas des coûts disproportionnés par rapport aux ressources de l'entreprise, que ce soit en termes financiers ou d'organisation. La deuxième dimension qu'on souhaite vous présenter, c'est des obligations par rapport à la santé au travail. Et ça concerne tous les salariés, qu'ils soient handicapés ou non. Et dans ces obligations-là, on a les employeurs ont l'obligation de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Alors pour cela, en fait, également, l'employeur doit travailler avec la médecine du travail pour recenser, évaluer les risques et dangers, pour chaque unité de travail, et il va recenser tout ça dans un document unique d'évaluation des risques, le DUER. Ils doivent, réfléchir à l'adaptation du travail, à la conception des postes, en tenant compte, en fait, des capacités des salariés, de tous les salariés. Et ils doivent aussi prendre en compte, toutes les mesures pour la prévention contre le harcèlement et aussi pour la pénibilité au travail. Alors, il y a d'autres mesures aussi, forcément, d'information et de formation des salariés à ces différents risques, et également des mesures par rapport à l'organisation de l'entreprise en tant que telle. Une autre obligation santé-travail qui concerne tous les salariés, c'est l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ou suite à une maladie d'origine non professionnelle. Alors là, encore une fois, c'est le médecin du travail qui va constater l'inaptitude du salarié et qui va émettre un avis. À partir de cet avis, eh bien, l'employeur va avoir l'obligation de lui trouver une solution de reclassement dans l'entreprise ou bien dans le groupe auquel l'entreprise appartient, le cas échéant. Et donc, il doit ensuite présenter aux représentants du personnel les différentes mesures de reclassement qu'il envisage. Si aucune mesure de reclassement n'est envisageable au sein de l'entreprise et du groupe, alors il doit rechercher des solutions à l'extérieur, y compris des formations adaptées, y compris éventuellement des postes chez d'autres employeurs. Voilà en ce qui concerne l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude. Et puis ensuite, il y a toutes les obligations en lien avec le dialogue social et je laisse la parole à Pascal.
Oui, donc je prends la main sur deux types d'obligations en termes de dialogue social. La première, c'est l'obligation de négocier sur les mesures pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, donc, qui ont été introduites en 2005. Alors aujourd'hui, cette obligation de négocier s'inscrit dans les accords qualité de vie et des conditions de travail, mais en l'absence d'accords qualité de vie et des conditions de travail, tout employeur est censé négocier spécifiquement sur ces obligations qui vont couvrir à la fois les questions d'accès à l'emploi, d'accès à la formation, de promotion dans l'emploi, de mobilité professionnelle, et qui intègrent aussi la question de la sensibilisation du personnel aux personnes aux questions de handicap. Le deuxième volet du dialogue social, qui est en lien avec la santé au travail, mais qu'on a remis sur le champ du dialogue social, parce que ce n'est pas le médecin du travail qui en est le premier acteur. Il mesure la pénibilité, c'est-à-dire qu'il évalue sur les postes sur lesquels, qui rentrent dans les critères de pénibilité, mais l'employeur est tenu d'engager avec les partenaires sociaux donc, des négociations sur la pénibilité et donc sur les mesures à prendre sur ce sujet-là. Alors, ce qui nous amène finalement, alors évidemment, on évoquait les aidants, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur, puisque c'est les salariés qui sont confrontés à des situations qui peuvent être de discrimination, de difficultés, par ailleurs de santé aussi au travail. Et donc, il y a aussi des obligations des employeurs en matière d'aide aux aidants, notamment pour tout ce qui concerne les congés. Alors évidemment, quel intérêt on a à répondre à ces obligations? On en parle souvent, beaucoup de promotions ces derniers temps sur pourquoi s'engager sur une politique handicap, sur l'inclusion, sur ces sujets-là. Un premier avantage, c'est de ne pas tomber dans les risques à ne rien faire. Donc on rappelle simplement au passage que voilà, une sanction pour discrimination, c'est 445 000 € d'amende. On ne va pas parler de peine de prison, mais elles existent aussi. Pour le non-emploi de personnes handicapées, on est aujourd'hui, enfin on sera en 1er janvier 2024 avec la hausse du SMIC à 5 825 € par unité manquante. Donc déjà, 10 unités manquantes dans une entreprise de taille moyenne, ça commence à faire 58 000 €, donc ce n'est pas négligeable. Il y a des pénalités aussi sur le non-respect de l'obligation de négocier qui peuvent monter jusqu'à 18 000 €. Voilà, il y a la question des indemnités prud'homales si on se retrouve dans des situations complexes. Voilà, on a cette question évidemment du risque. C'est pas le plus intéressant que d'éviter la sanction, évidemment. Donc c'est quand même l'idée de se dire, quand on parle de politique handicap, en fait, on est dans une approche beaucoup plus large, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'occasion de saisir des opportunités en matière de développement d'une politique de diversité et inclusion, en matière d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, mais aussi sur tout ce qui va concerner la prévention de l'usure professionnelle, puisqu'on va y être confronté, on y est déjà confronté avec l'avancée en âge au travail, mais on l'est aussi dans ce qui est ce qu'on appelle l'accidentalité ou les risques maladies et accidents du travail, maladies professionnelles et accidents du travail. Et la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un champ un peu plus large, qui est effectivement toutes les situations sur lesquelles, à la suite d'un événement de santé, on peut être conduit à être fragilisé dans son emploi. Produire des effets, évidemment, puisqu'on ne fait pas tout ça juste pour se faire plaisir, donc ça veut dire quelque part, alors il y a beaucoup de travaux, enfin il y a beaucoup de communications qui sont faites sur l'avantage à rentrer dans ce type de politique. Il n'y a pas énormément d'études qui confirment que quand on y rentre, on a des résultats très probants, mais il y a quand même des éléments convergents, on les a repris ici. C'est la question de la diversification des recrutements, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui aurait tort véritablement de se priver de la possibilité de recruter des personnes handicapées qui, comme elles sont discriminées, n'arrivent même pas dans les processus de recrutement aujourd'hui. Or, elles ont des compétences à proposer, et y compris parfois dans des champs sur lesquels il y a des difficultés de recrutement sur le marché du travail.
donc ce qu'on appelle les métiers en tension. Il y a des effets sur, évidemment, tout ce qui est amélioration de l'image sociale, de l'attractivité, voire de la réputation, puisque c'est des sujets qui, voilà, dans la marque employeur, etc., sont là bien identifiés et là ont été quand même assez mesurés. Le maintien des compétences et de l'expertise, c'est-à-dire que quand on perd des seniors expérimentés pour raison de handicap. Voilà, souvent, c'est les personnes qui ont un historique sur les métiers, qui ont une expertise qui est précieuse. Donc, ce n'est pas toujours un avantage qu'elles partent précocement à la retraite. La réduction des inégalités, évidemment, puisque ça, c'est une préservation aussi et un meilleur équilibrage des ressources et du fonctionnement d'une organisation. Et puis, tout ce qui est amélioration du dialogue social et du climat social, puisqu'évidemment, quand on négocie, on améliore ces questions-là. Alors, avant d'élargir peut-être sur une question, les leviers qu'on peut mobiliser finalement pour travailler sur ces sujets dans une organisation, on a évidemment la question de faire monter en compétences les salariés en interne. Aujourd'hui, alors surtout sur les sujets du handicap, mais aussi des discriminations, puisque vous l'avez bien compris, quand on parle de politique handicap, on parle politique de lutte contre les discriminations, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est pas juste répondre au taux d'emploi, c'est aussi travailler sur ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une offre de professionnalisation qui est assez étendue sur le sujet. La GFIP porte et va porter encore plus demain une offre de professionnalisation très modulaire pour l'ensemble des acteurs du champ de l'insertion et de l'entreprise. Donc, on peut largement se servir dans ces moyens-là. Se doter de ressources dédiées. Alors évidemment, l'emblématique ressource, c'est le référent handicap, notamment dans les organisations de plus de 250 salariés. Mais pas que, il ne faut pas s'arrêter au référent handicap, c'est-à-dire à un moment donné, identifier des acteurs qui peuvent aller sur ce sujet, c'est intéressant, et pour mener des actions et des projets au sein de l'organisation. On a tout ce qui est partenariats qui peuvent être établis avec des acteurs qu'on méconnaît parfois ou avec lesquels on hésite à travailler, que sont les entreprises adaptées, que sont les établissements et services d'aide par le travail, que sont les établissements et services de réadaptation, qu'on connaît sous le CRP pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Autant d'acteurs qui ont des ressources à proposer, qui ont des candidats avec, on est dans un quand même virage inclusif avec la désinstitutionnalisation dans les ESAT qui demain va permettre d'embaucher ou en tout cas de faire venir en entreprise des ressources nouvelles. Le travail, évidemment, avec le service public de l'emploi. Donc, aujourd'hui, on est dans un cadre de rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, avec une offre de services intégrés, c'est-à-dire une spécialisation sur le sujet du handicap, mais au sein de Pôle emploi. Demain, il y a France Travail. Ce mouvement va s'accentuer. Et donc, il y a moyen aussi de travailler ces offres avec le service public de l'emploi. Et il y a des expérimentations, d'ailleurs, qui sont en cours pour déborder un peu ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qu'on ne peut toujours pas faire, discriminer dans le recrutement pour embaucher des personnes handicapées. Il y a des expérimentations pour favoriser finalement ce qui est une mesure appropriée pour compenser l'inégalité sur le marché du travail. La prévention de la désinsertion professionnelle, comment on maintient en emploi les salariés malades ou handicapés. On parlait des maladies chroniques. Voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les services de santé au travail ont des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, donc des équipes pluridisciplinaires, partenariales, qui fonctionnent avec l'ensemble des acteurs sur un territoire, la sécurité sociale, Cap emploi, pour avancer sur ces questions. Et évidemment, on arrive au sujet de la politique handicap, qui est quand on veut travailler sur tout ça en même temps, évidemment, on peut rentrer dans l'élaboration d'une politique. Et c'est là où on va soit signer un accord agréé, soit signer une convention avec la GFIP ou le FIPHFP pour être appuyé dans son diagnostic et être aidé dans la mise en œuvre de sa politique. Pour finir sur le sujet, alors,
on a ouvert quand même cette question, puisqu'on en entend beaucoup parler, de la question de l'entreprise inclusive. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il n'y a pas de définition de l'entreprise inclusive stricto sensu. Il y a une étude qui a été faite par la GFIP qui est encore à paraître en 2022 sur entreprise et management inclusif. Ce qu'on peut ressortir de ces travaux, c'est que finalement, il faut arriver à distinguer, Charles Gardou le dit constamment, que faire de l'inclusion, c'est moins bien que être inclusif. Donc c'est la même logique qui s'applique dans les organisations, c'est-à-dire qu'on est assez bon aujourd'hui pour travailler sur l'ouverture à l'emploi des personnes handicapées, c'est-à-dire franchir le seuil de l'entreprise. On est moins bon aujourd'hui sur tout ce qui est pratique inclusive, une fois qu'on a franchi le seuil. Donc, on peut retenir une définition qui vaut pour l'étude, mais qui est intéressante, qui est qu'une entreprise inclusive est une entreprise qui est manifestement ouverte à l'emploi des personnes handicapées, c'est-à-dire qu'en gros, les portes sont bien déverrouillées, et qui adopte par ailleurs des pratiques de gestion propices au travail des personnes en situation de handicap. Comment et c'est dans cette approche qu'on va parler plus particulièrement de management inclusif. Si on est sur ces questions de management inclusif, en fait, comment définir l'ensemble des pratiques mises en œuvre par une entreprise pour rendre son environnement propice au travail des personnes en situation de handicap, alors, tant du point de vue de ses intentions que de ses actions, à partir dans le cadre toujours de cette étude, à partir de référentiels qu'on a aujourd'hui, on a la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées qui pose des choses très intéressantes du point de vue de l'accès à l'emploi. Du droit à l'emploi, mais aussi on a un label entreprise enfin c'est pas une norme, c'est pas un label, c'est une norme AFNOR, entreprise handi accueillante. On a des référentiels sur la RSE inclusive, des choses qui sont assez récentes aujourd'hui, qui structurent un peu ces sujets-là. Et on peut retenir, pour ce qui nous concerne sur le champ des pratiques pour l'emploi des personnes handicapées. Sur le champ de l'intention, on est toujours sur ces questions de est-ce que l'entreprise adhère à des valeurs qui sont écrites quelque part et pas juste voilà donc charte ou autre document voilà. Est-ce qu'elle communique sur ses intentions, est-ce qu'elle formalise des objectifs, puisqu'il ne s'agit pas de tout de dire oui bien sûr on est ouvert, mais c'est quoi l'objectif? Donc l'intention c'est un aspect important dans les pratiques inclusives des entreprises. La question de l'organisation, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on pilote cette approche? Est-ce que c'est un sujet qui est traité à travers des indicateurs, des outils, etc.? Est-ce qu'on mobilise des ressources en propre? Et pas que, je le redis, j'ai rien contre les référents handicap, mais les référents handicap le disent eux-mêmes, s'ils sont seuls à porter le sujet dans une organisation, ça ne suffit pas. Et est-ce qu'on évalue les effets? Je rappelle aux travaux de l'Association française des managers de la diversité, qui est très ancrée sur la mesure des effets de la gestion de la diversité, et qui constate que plus on mesure, plus on progresse sur ces sujets-là. Et puis en termes d'action, on va avoir différentes couches finalement d'action sur le sujet. C'est évidemment la lutte contre les stéréotypes, c'est mettre en place des mesures de prévention des discriminations, et je le redis, c'est toujours bon à redire, n'est-ce pas, que pour ne pas discriminer, ça demande un effort, ce n'est pas quelque chose de naturel, donc il faut s'attacher à regarder comment on discrimine pour être sûr de ne pas discriminer. On a aussi la question de l'accompagnement des transitions, puisque que ce soit dans l'intégration, une intégration, et plein d'études le montrent, c'est du temps et il faut investir ce temps pour qu'elle soit réussie, mais la mobilité professionnelle, le reclassement sont aussi des sujets de transition dans l'organisation qu'il faut accompagner. Les pratiques managériales facilitant la cohésion, la coopération, la participation, donc voilà, il y a plein de travaux sur comment manager autrement, ça fait partie des pratiques inclusives. Et puis tout ce qui est évidemment action adaptative et de transformation de l'environnement, avec tout ce qui est mise en accessibilité, aménagement, développement de l'autonomie, amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Je terminerai juste par la question de l'acculturation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir des pratiques inclusives si on n'a pas une
développer une culture de l'inclusion et que ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. On ne peut pas partir dans l'idée de dire, ah, mais oui, bien sûr, parce que ça serait une question morale, une question civique, ayons tout d'un coup de bons réflexes. L'acculturation, elle se travaille avec le terrain, elle se travaille en allant auprès des acteurs, auprès des personnes. Voilà, alors, évidemment, l'emblématique Semaine pour l'emploi des personnes handicapées est une occasion. Ce n'est pas la seule occasion, c'est un bel événement phare qui permet de drainer le sujet, mais c'est au quotidien que on doit travailler ces questions. Ça veut dire développer les partenariats et ça veut dire aussi partager sur ces pratiques, puisqu'on souffre aujourd'hui d'un manque de capitalisation sur finalement les bonnes pratiques, même si, là encore, la GFIP travaille beaucoup de son côté dans sa boîte à outils pour les organisations. Voilà, on avait dit qu'on gardait une quinzaine de minutes. Voilà, on vous a mis quelques ressources, il y en a plein. On vous en a mis, on vous a remis la Convention des Nations Unies parce que c'est important de la lire, il faut la connaître. Une étude ADECO sur le sujet, il y en a d'autres. Et la publication du Défenseur des droits. Et vous avez aussi la FMD qui travaille sur les questions de diversité. Non, on est dans le timing, c'est parfait. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire votre question que nous lirons ou que les conférenciers pourront lire. Alors, avant de passer à ces questions, j'aimerais faire un petit zoom sur la question qui vous a été posée sur le petit QR code de tout à l'heure, à savoir quelles obligations les entreprises ont-elles en matière de handicap. Alors, vous avez en majorité opté pour la question 4, qui n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse était la question 5, à savoir toutes ces obligations. Donc, ça veut dire que sur ce sujet passionnant, et merci pour l'éclairage que vous avez su nous donner, il y a quand même un certain nombre de mises à jour, justement, des connaissances, et qu'on n'est pas tout à fait au point sur ces questions, même si voilà, parfois on croit savoir des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Alors pourquoi on vous a présenté l'ensemble de ces dispositions? Simplement pour compléter, puis je ne vois pas de questions qui arrivent, donc j'en profite, ou alors je les rate. Ah, il y en a une. Non, simplement, je fais juste une illustration. On a fait un lien, évidemment, avec santé au travail et handicap, ce qui est souvent une question qui se pose en disant, mais c'est pas la même chose. Voilà, des situations d'inaptitude, voilà. Juste une donnée sur une enquête qui a été faite sur 3 régions sur le devenir des licenciés pour inaptitude. Et en fait, sur cette population de entrée au chômage au motif d'un licenciement pour inaptitude, les 2/3 des personnes sont concernées par le handicap, soit avant même le licenciement, soit à la suite du licenciement. Et on le sait aussi par ailleurs, on a d'autres travaux qui montrent que au chômage, vous avez une population au chômage qui se déclare, fait la démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés 1 an après l'inscription au chômage, c'est-à-dire que vous avez, on le disait dans les chiffres du début, il y a la population reconnue qu'on connaît aujourd'hui, autour de 6,5-7%, et il y a 15% de personnes qui pourraient être reconnues et qui ne le font pas pour des tas de sujets. On vous invite vraiment à lire la production du Défenseur des droits, qui est très très riche de tout ce qui est discrimination, autocensure, etc., des personnes en situation de handicap. Donc souvent, on regarde la partie visible de l'iceberg et moins finalement des situations qui nous occupent tous, voire nous préoccupent tous, sur la question de la santé au travail. Donc on a fait vraiment ce lien. Et je vais juste pour dire le lien entre santé au travail et aussi discrimination. Je rappelle une information qu'on peut ne pas avoir, c'est qu'un refus d'aménagement de poste de travail répété sur proposition d'un médecin du travail, refusé par l'employeur, c'est une cause, enfin ça peut être qualifié en harcèlement moral, c'est-à-dire que c'est pas juste une discrimination au sens premier du terme, c'est une discrimination qui est parmi celles qui sont les plus condamnables, entre guillemets, ou qui peuvent apporter. Voilà. Donc on a aussi ce lien-là entre aménagement et discrimination. Très bien, Pascal, merci. Alors, on a 3 questions. On va commencer par la première dans l'ordre.
La première, c'est avez-vous des remontées de la situation actuelle dans les entreprises et qu'en est-il vraiment de l'évolution inclusive? Des remontées? Les remontées, les remontées, alors je vais faire une réponse, je ne sais pas si elle est normande, mais en tout cas, si vous êtes attentif à l'évolution des réformes de l'obligation d'emploi, vous verrez que le taux d'emploi dans les entreprises par rapport aux 6% visés diminue, enfin augmente très peu, voire régulièrement baisse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tout d'un coup on dit ah, on en est toujours à 3,5% globalement dans les entreprises du secteur privé. C'est un peu plus dans le secteur public. Il faut savoir que régulièrement on change la loi pour que, c'est une boutade ce que je vais faire, mais pour qu'on n'atteigne jamais les 6%. Et les différentes réformes qui ont été faites aboutissent toujours à faire redescendre le taux d'emploi dans la mesure du taux d'emploi. Alors, il ne faut pas oublier que la question c'est pas de dire il faut remplir le vase à 6% et tout le monde sera content, c'est de dire quelle dynamique on crée pour développer l'emploi des personnes handicapées. Et quand on regarde non plus le taux d'emploi, mais l'évolution des emplois dans les organisations, et la GFIP a fait, la directrice de l'innovation récemment a fait une communication là-dessus, la progression d'emploi des personnes, enfin de l'emploi des personnes handicapées est constante depuis des années, ce que ne disent pas toujours les chiffres du taux d'emploi. Donc on a, oui, des données assez précises pour dire que les choses s'améliorent. Évidemment, vu de notre fenêtre, pas assez vite, et voilà, qu'il y a encore du chemin à faire, mais oui, pour répondre à la question, ça s'améliore. Isabelle, vous voulez rajouter? Non, mais non, c'est parfait. Isabelle, moi j'ai des questions pour vous. Ah non. Alors, donc c'est Manon qui nous demande comment convaincre les personnes ayant un handicap de se déclarer à l'entreprise. Oh là là. Tu dois avoir la question déjà. Déjà, je ne vois pas pourquoi enfin, il n'y a pas forcément une obligation de convaincre les personnes si elles n'ont pas la motivation de déclarer leur handicap. Elles ont sans doute beaucoup de raisons personnelles à ne pas vouloir déclarer leur handicap. Donc, il y a peut-être un espace de discussion à avoir avec ces personnes en échange pour comprendre quels sont les freins pour elles de ça. Parce que c'est vrai que ces questions-là sont encore une fois très liées à des stéréotypes et des stigmatisations qui entraînent pas mal de processus chez les personnes qui se sentent, enfin qui peuvent ne pas avoir envie en fait d'être stigmatisées. Donc c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir. Je pense il n'y a pas à vouloir absolument que la personne la forcer à déclarer son handicap. Il y a un élément de réponse complémentaire qui est très simple. C'est que quand il s'agit de déclarer son handicap, il y a 3 questions qui viennent dans cet ordre-là. La première, c'est quel risque je prends à me déclarer? Et la perception du risque est énorme, et d'ailleurs la preuve de l'existence du risque aussi, puisqu'on a quand même des situations de discrimination qui prouvent que c'est pas toujours simple. La deuxième question qui vient, si le risque n'est pas trop important, ou en tout cas s'il y a un doute là-dessus, c'est quel intérêt j'ai à déclarer mon handicap. Or là, quand vous jouez à faire la comparaison entre les risques que j'identifie et les intérêts que je vois, il n'y a pas photo, on identifie plus de risques que d'intérêts. Donc il y a quand même cette question de dire, pour amener des gens à déclarer leur situation de handicap, il faut qu'ils voient l'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient qu'il y a une politique, il faut qu'ils voient que le risque est diminué, enfin que cette absence de risque, elle est portée aussi par l'entreprise, donc c'est être rassurant, avoir des choses concrètes à proposer. Et la troisième question, qui est quand même pas la plus simple, c'est comment je fais pour déclarer mon handicap. Et là, tout le monde n'est pas à la même enseigne, ce qui, en fait, on devrait être à égalité sur le sujet, mais il est beaucoup plus facile de parler d'un problème de surdité qu'un problème de VIH, y compris aujourd'hui, on voit sur les cancers, etc., des réactions des collègues de l'entourage qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, voilà, c'est un peu un repère, enfin, donner des vrais intérêts à la chose et aider à la déclaration parce que ça ne se fait pas comme ça.
Merci. Alors, une autre question. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc peut-être des réponses un peu plus courtes pour tenir le timing. Richard qui vous demande comment aider les managers à recruter et à intégrer. Je vais vous poser la question et vous verrez que la réponse ne peut pas être courte, mais comment aider, pardon, les managers à recruter, à intégrer et à manager des personnes en situation de handicap? Vaste sujet. Bah, on l'a dit un peu. Dans les leviers? Oui, dans les leviers, c'est-à-dire que on ne s'improvise pas, non discriminant. Enfin, je rappelle quand même que la première chose qu'on apprend quand on est enfant, c'est à reconnaître le canard noir des canards jaunes au milieu des canards jaunes. Donc le principe de discrimination, il fait partie de la construction de l'individu. Oui. On discrimine naturellement, on discrimine. Et donc, naturellement, on fait les mauvais choix quand on fait des recrutements, du management. Donc, ça, c'est un gros sujet, hein. Mais donc, il y a déjà l'aspect sensibilisation, formation, même si tout ne peut pas être résolu par ça. Et après, partage de pratiques, parce que c'est pas le tout de se dire, OK, j'ai fait le constat que je discriminais moi-même. Donc, mais en gros, je fais comment? Voilà, si vous prenez une chose très simple qui aujourd'hui fait partie des obligations des employeurs de prouver qu'elle ne discrimine pas, c'est-à-dire que s'il y a un salarié qui prétend avoir été discriminé, la charge de la preuve de la non-discrimination, elle incombe à l'entreprise. Donc, comment on construit un processus de recrutement où on s'assure qu'on n'a pas discriminé? Très bien. Et ça, Et juste à signaler quand même le guide du défenseur des droits là-dessus, Ouais. sur le management et le recrutement. recrutement sans discriminer, tout à fait. Avec un certain nombre d'outils qui sont vraiment intéressants. Bien qui est Oui. présent. Alors après, c'est toutes les publications. On a fait le zoom sur le baromètre, mais il y a le guide de l'aménagement raisonnable et le guide de recruter sans discriminer, qui sont vraiment des ressources aujourd'hui précieuses. Indispensable. Ouais. Très bien, merci. Alors, c'est un témoignage cette fois de Cédric qui nous dit: Bonjour, je suis salarié sourd et auditeur au CNAM en Master 1 en ergonomie. 2 expériences que je peux partager en matière de failles dans ma grande entreprise inclusive. Donc, un manager malveillant au moment du Covid, où l'expression de mon travail a été invisibilisée et empêchée du fait de l'éloignement du collectif, du travail, donc masque, télétravail, difficultés de communication, etc. Et deuxièmement, le service communication de mon entité qui n'inclut pas dans son budget dédié l'accessibilité d'un webinaire dans le cadre des vœux 2024. La mission handicap refuse d'y allouer un budget handicap. À deux reprises, je me suis senti discriminé et je cherche à mon niveau à faire évoluer les mentalités, évidemment. Donc, voilà, une situation qui n'est pas. Alors que c'est un grand groupe qui se veut. Et oui. Et on peut toujours faire des erreurs, même quand on veut bien faire. Alors, sur le deuxième point, faire progresser, on a dit quelques éléments, mais après, alors, je pense que je saisis la perche que vous me donnez pour dire il faut aussi que les personnes en situation de handicap portent ce discours-là dans les entreprises. Alors, c'est pas simple comme ça se fait pas, il ne s'agit pas de prendre des banderoles, etc. Mais par contre, de travailler avec les banderoles, ça marche, ça peut marcher aussi. On a parfois envie de se mettre à la porte des organisations. Mais c'est quand même de promouvoir l'idée que la conception d'outils, de politique interne, de la communication, etc., doit intégrer les personnes concernées. C'est-à-dire que si on continue de penser les choses, les règles, les principes, les processus, les outils, sans associer les personnes en situation de handicap, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Et l'autre, sur votre première question, il n'y a pas encore de politique de prévention du management toxique, mais ça pourrait se mettre en place. Et ça, c'est un peu la limite. C'est un peu la limite de l'exercice, c'est qu'on ne peut pas tout faire porter sur la question de l'accessibilité, de la compensation, etc. Il y a quand même des choses qui incombent au champ de la formation des managers et de la promotion des managers, et des points de vigilance à avoir pour qu'il n'y ait pas de management toxique. Parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir
d'inclusion si les modes de management sont exclusifs. Et ça, c'est un sujet à part entière. Delphine qui nous dit, donc vous avez évoqué que le travail de Pôle emploi dans son devenir France Travail modifiera la prise en compte des situations de handicap. Pourquoi? Eh bien, je vous invite. Alors, parce que la loi plein emploi a pris un volet complet sur le champ du handicap et que il va y avoir des points d'attention. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui sortira des travaux qui sont conduits sur 3 ans, parce qu'on annonce France Travail pour janvier 2024, mais en fait, France Travail ne sera opérationnel dans toutes ses dimensions que dans 3 ans. Donc, il y a plein d'expérimentations qui vont être menées. Il y a des expérimentations sur le champ du handicap. Le public handicapé va être particulièrement suivi pour améliorer ses capacités d'accéder à l'emploi. Le service public de l'emploi va prendre en charge l'orientation sur le milieu protégé et le milieu ordinaire. Il y a voilà, des processus de co-accompagnement qui vont être développés avec le réseau France Travail. Donc, c'est en ça que je dis que les choses, elles vont bouger. Donc, à suivre. C'est plutôt une affaire à suivre. Très bien. Alors, une dernière question pour tenir le timing. Alors, merci Ariane pour votre témoignage. Je prends la dernière question de Cal, qui nous pose la question suivante, à savoir quelles entreprises sont obligées d'avoir un référent handicap? Les plus de 250 salariés. Mais il ne faut pas s'interdire d'en avoir en dessous. C'est-à-dire, l'obligation a été posée pour les entreprises de 250 salariés et plus. Mais en vrai, aujourd'hui, dans le réseau des référents handicap, on voit des référents dans les plus petites. Donc, Très bien. Bon, on va clore. Alors, si vous pouviez juste appuyer sur encore une diapo. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui... Alors, cette fois, c'est une question, mais c'est une question autour de la satisfaction donc, et de ce que vous avez pensé de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de votre témoignage et de votre sentiment. On a beaucoup appris, donc je tenais vraiment à vous remercier. Merci Isabelle, merci Pascal pour tout cet éclairage. Et oui, on est optimiste. Je vois le petit message passer. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, il y aura un replay, donc vous aurez l'occasion de réécouter. Et c'est toujours un plaisir de savourer pour toujours améliorer nos connaissances dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous, bon appétit. Et puis à très bientôt pour maintenant un cycle de webinaires avec ta entreprise. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.